Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir si nombreux aujourd'hui. Mon nom est Barthélémy Glama, je suis en charge de la programmation des rencontres, débats et conférences de l'auditorium et j'ai le très grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour la conférence de présentation de l'exposition Splendeur des oasis d'Ouzbékistan qui se tient Galerie Richelieu, non loin d'ici, jusqu'au 6 mars et que nous vous encourageons à aller voir nombreux. Yannick Lins, qui était commissaire général de cette exposition, ancienne directrice du département des arts de l'islam, aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a demandé de l'excuser. Elle a été appelée de nouvelles fonctions comme présidente du musée Guimet. Et c'est donc seul en scène, Rocco Ranté, archéologue du musée du Louvre, en charge en particulier des mondes iraniens, et le grand esprit à la manœuvre derrière cette exposition qui va se charger de vous la présenter. Rocco, depuis 2009, au Louvre, est en charge d'un grand programme archéologique qui vise à retracer l'histoire de la région de l'oasis de Boukhara en Ouzbékistan. Et cette exposition est le prolongement de ce programme, comme il va nous le montrer. Elle est aussi l'occasion pour le Louvre d'aborder un sujet d'une très grande ampleur géographique et d'une très grande ampleur chronologique, ce qui est en soi inédit. À l'issue de cette conférence, Rocco signera le catalogue de l'exposition sur le promenoir, juste au-dessus de vous. Vous pourrez vous procurer un exemplaire au stand de la librairie de la RMN qui est juste derrière vous. Je voudrais dire aussi que cette programmation autour de l'exposition sera prolongée en janvier par un colloque sur le sujet. Et je voudrais conclure par vous dire que ce soir, à 19h, nous inaugurons dans ce même auditorium la première conférence de la 14e chaire du Louvre. Des petites brochures sont à votre disposition de part et d'autre pour en apprendre davantage. Cette chaire est cette année offerte à l'historien Pierre Singaravelou qui mènera l'enquête sur les musées du Louvre disparus au XIXe siècle, des musées qui racontaient l'histoire du monde. Je vous remercie et cher Rocco, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie tout d'abord d'être si nombreux aujourd'hui à l'auditorium du musée du Louvre pour cette conférence de présentation de l'exposition dont le titre est « Splendeur des oasis d'Ouzbékistan ». Exposition qui ouvre ses portes le 23 novembre et qui fermera ses portes le 6 mars 2023. Tout d'abord, quelques remerciements. Je ne pourrais pas mentionner, vous vous en doutez, toutes les personnes qui ont œuvré et contribué à la réussite pour la réussite de cette exposition. Plus en général, je remercie le musée du Louvre, la présidente directrice Laurence Descartes et la direction, ainsi que les deux précédents directeurs, Henri Loirette et Jean-Luc Martinez. Un grand merci va à la Fondation pour l'art et la culture d'Ouzbékistan, en particulier à Saïda Mirziaeva et Gayane Umierova, pour leur partenariat et contribution à la réussite de cette exposition. Je remercie également, et peut-être trop rapidement, la direction de la médiation de la programmation culturelle, le service des expositions, le service des éditions, le service juridique et de la communication, les éditions qui ont travaillé pour la publication de ce, je dirais, extraordinaire catalogue, Elviso, les auteurs du catalogue, bien sûr, ainsi que les traducteurs. Et puis, vraiment un grand merci pour les acteurs en Ouzbékistan et en Europe, dans les musées, ainsi que les directeurs des musées qui nous ont prêté tous ces objets que vous pouvez aujourd'hui voir dans cette exposition. Je remercie également le département des arts de l'islam. Un grand merci également aux ateliers du musée et à la surveillance qui encore aujourd'hui contribuent vraiment à la réussite de cette extraordinaire expérience et exposition. Toutes mes excuses pour les services ou les personnes que j'ai oubliées. Ce travail, je suis commissaire scientifique, mais ce travail est vraiment global. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans l'exposition elle-même avec ce parcours à travers les objets, je voudrais m'attarder juste quelques minutes, je reviendrai aussi après sur le titre, je voudrais m'attarder quelques minutes sur la genèse de cette exposition, donc l'origine qui prend sa source
en 2009, comme M. Glama l'a rappelé, année où j'ai ouvert cette mission archéologique ici, dans ce territoire, dans cette terre, l'oasis de Bukhara. J'ai toujours travaillé, je travaille encore aujourd'hui dans l'est de l'Iran, et vous voyez, c'est un intérêt culturel de civilisation globale sur lequel je travaille. Alors, l'oasis de Bukhara n'est autre chose qu'un delta, le delta du Zerafshan, ce fleuve long 740 km, qui prend sa source ici dans les monts Alay, dans le Pamir, et ensuite se jette sous les sables du Kizilkoum, en Ouzbékistan. Vraiment à la frontière avec le Turkménistan. Anciennement, cette oasis de Bukhara était même liée, ce delta était même lié à la Moudaria. Vous voyez ici une photo, un cliché d'une des places principales de Bukhara avec son minaret caractéristique de cette région, on ne le trouve pas ailleurs, et la mosquée juste à sa droite. Alors, quelques sites archéologiques sur lesquels nous fouillons, pas tous, mais juste quelques-uns. Donc, Bukhara, photo depuis la citadelle, une nécropole au pied de la citadelle, et puis un sondage stratigraphique de 22 mètres, qui nous a donné toute la séquence archéologique et historique de la ville ancienne, et ici la fouille d'un habitant. Voilà notre site, Varaksha. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque c'est de là que nous avons aussi un des chefs-d'œuvre que vous pouvez voir dans l'exposition. Varaksha, site important, ville importante, puisque, je vous le dirai après, mais c'est une ville qui géographiquement se situe à 40-45 km de Bukhara à l'ouest, aujourd'hui à la frontière entre l'espace irrigué et la steppe. Et puis, Paykent, une ville marchande, d'où nous avons mis au jour des objets extraordinaires. Et puis, la ville de Romitan. Alors, la ville de Romitan me donne l'opportunité de vous présenter un peu la naissance et l'évolution d'une ville en Asie centrale, en Ouzbékistan, et en particulier dans l'oasis de Bukhara, puisque après toutes ces fouilles et toutes ces années, nous avons essayé une reconstitution de la ville. Donc, les premières traces humaines sur ce site datent déjà du 3e, 2e siècle avant notre ère. Voilà, vous voyez ici une photo aérienne qui montre et la fouille et la ville ancienne, à l'état d'aujourd'hui, et puis la première ville fortifiée qui date du 1er siècle de notre ère. C'est un peu commun aussi dans d'autres villes en Ouzbékistan, en Asie centrale, le 1er siècle de notre ère, voire le 1er siècle avant notre ère. C'est une étape importante dans l'histoire de ce territoire. Vous voyez des tours assez caractéristiques, un rempart massif, avec une ville dont on connaît moins, qui se situait bien sûr au centre. Et puis un élargissement du 3e siècle. Alors, comme je vous dirai après, c'est des territoires qui ont vécu des migrations et des migrations très souvent. Et donc, voilà un élargissement de la ville carrée. Vous voyez que la fortification change aussi. On n'a plus de tours carrées, mais on a des tours sémicirculaires. Un village commence à se situer entre la ville carrée et la rivière. Et puis au IVe siècle, un palais qui se forme, qui est fondé, qui est construit au centre de cette ville carrée. Le village qui n'était pas fortifié se fortifie pour une question de protection. Et un faubourg, lieu surtout où on retrouve de l'artisanat et du commerce, important pour la ville. À la moitié du VIe siècle, le palais est détruit, la ville perd son importance et sa rivalité avec Bukhara. Et à l'époque islamique, au début de l'époque islamique, surtout le siècle qui suit, nous retrouvons les fondations d'une petite ville d'époque islamique, cette fois-ci, avec un centre que vous voyez ici, dont la fouille est incomplète, mais qui montre déjà je dirais pas dichotomie, mais cet urbanisme qui sort de la ville ancienne fortifiée, également pour des questions structurelles, mais je ne m'attarderai pas dessus, et qui fonde une autre ville. Donc, prenez ça comme exemple
pour qu'ensuite je puisse introduire et contextualiser les objets que nous allons voir à l'intérieur de ce type de ville. Pas tous depuis le Mitan, mais voilà, c'est une histoire commune. Et puis, nous travaillons également sur tout ce qui concerne échange à longue distance. Et là, j'en reviens un peu au titre, qu'on peut appeler la route de la soie. Donc, j'ai un peu du mal avec route de la soie, bien que c'est, vous comprendrez, très intéressant pour le public d'entendre route de la soie. Ça fait envie d'aller le voir. Bon. Et ça, on est bien d'accord. Alors, on me dit, pourquoi vous l'avez appelé Splendeur des oasis d'Ouzbékistan? Alors, déjà, le titre convient plus au type d'exposition que nous avons organisé. Et puis, puisque route de la soie, c'est impropre. Alors, déjà, vous le voyez, il ne s'agit pas seulement d'une route, hein, c'est une multitude de routes. Et là, je ne trace que les principales. Depuis une source du 1er siècle qui envoyait, qui raconte de ces agents ces agents marchands qui partaient de l'est de la Méditerranée jusqu'en Chine. Et puis, il n'y a pas seulement de la soie. Dans ces caravanes, il y avait un peu de tout. Évidemment, la soie était un des matériaux les plus prisés, les plus importants venant de Chine. Les Chinois payaient les soldats avec la soie. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'ils font les soldats avec la soie? Les soldats pouvaient revendre cette soie lors de leur déplacement. Et donc, route de la soie, à la limite, j'aurais dit route au pluriel de la soie, mais si vous voulez, je préfère une notion comme route caravanière au pluriel. Voilà. Là, on parle de route au pluriel, caravanière, puisqu'il y a des caravanes, dont d'ailleurs, je vous montre ici une photo, et je remercie la mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang, qui m'a accordé de montrer cette photo et qui est aussi publiée dans le catalogue. Voilà donc le tracé en bleu et j'ai pointé en rouge les sites et les villes anciennes de ces époques, parce que c'est une carte qui s'étale sur plusieurs années. Mais comme vous le comprendrez, les routes de la soie ne sont pas nées comme ça du jour au lendemain. C'est des routes, c'est un ensemble, un réseau de routes qui s'est construit à fur et à mesure. Des routes ont disparu et d'autres ont été créées. Et ici, je vous en donne juste un exemple. À cette époque, au moins autour du 1er siècle de notre ère, en quittant l'Iran et donc en quittant le plateau iranien, les caravanes allaient vers l'Est. À Bactre, surtout, ils devaient décider, on va vers le sud, donc vers l'Inde, on va vers le nord, Samarcande, la Chine, etc. Et puis, un peu plus tard, je dirais, on reste toujours sur les premiers siècles de notre ère, mais peut-être autour du 3e et 4e siècle, un autre axe se développe, celui-ci, qui rejoint, et qui aujourd'hui d'ailleurs c'est le plus représenté dans les cartes, et pourtant c'est le dernier, qui joint l'oasis de Merv à la Moudaria, avec des points d'eau qui ont été d'ailleurs retrouvés par les missions archéologiques, et puis rejoindre Bukhara, l'oasis de Bukhara, Samarcande, et voyager encore vers l'est. Après ce contexte vraiment archéologique, je répète, c'est la genèse de cette exposition, c'est une exposition archéologique. Voilà. Je rentre dans le vif du sujet. Alors, en vous présentant quelques thématiques développées, elles ne sont pas toutes, mais les principales. Ce que j'ai eu envie de montrer dans cette exposition. Tout d'abord, la représentation du roi et du guerrier, et de toute façon, dès que vous rentrez, vous le verrez, c'est assez évident. La caravane et les routes de la soie, je laissais ce titre, cette notion un peu romantique. L'émigration, la figure du marchand, bien sûr les marchandises, les religions, l'architecture et la culture matérielle, et puis les sciences, abordées surtout dans la 4e section, et la rencontre des peuples. Alors, migration et rencontre des peuples, ce n'est pas la même chose. La migration, c'est ce qui est en amont,
la dynamique de déplacement, les raisons pour ce déplacement, et puis la rencontre des peuples, c'est la partie finale, quand ces peuples rencontrent les autochtones, etc. etc. Et donc, tout ce mélange, cohabitation, syncrétisme, et ça, on le verra tout à l'heure. L'exposition est divisée, comme le catalogue d'ailleurs, en 5 sections, avec un prélude. Je vous montrerai plus en détail avec la slide suivante, la frise chronologique, mais l'exposition commence au IIIe siècle avant notre ère et se termine au XVIe siècle après notre ère. 19 siècles d'histoire. Vous voyez, c'est un exploit de concentrer dans les salles de Richelieu et en partie au département des arts de l'islam. 19 siècles, presque 2000 ans d'histoire d'Ouzbékistan et d'Asie centrale aussi. Le prélude concerne surtout, et ça je vous montrerai tout de suite après, l'Asie centrale avant Alexandre le Grand, puisque au IIIe siècle avant notre ère, nous sommes déjà dans cet hellénisme qui s'installe en Asie centrale. Alexandre le Grand est passé par là, au IVe siècle, et le prélude sert un peu de... c'est un outil pédagogique pour dire, attendez, pas tous ceux dont on parle commencent au IIIe siècle avant notre ère. Il y a un pré-Alexandre le Grand qui est expliqué, surtout dans le catalogue, et qui montre, voilà, encore une fois, des échanges, des civilisations qui n'appartiennent pas seulement à un territoire, mais qui se développent sur plusieurs zones de l'Asie centrale ainsi que du Moyen-Orient. Et puis, donc, la première section dédiée au temps des États oasis et des royaumes, diffusion des cultures à travers la route de la soie, cette fois-ci entre guillemets. La deuxième section dédiée au royaume du milieu et l'apogée d'un art de cour. La troisième section, l'arrivée de l'islam en Transoxiane pour dire au-delà de l'Oxus. Et puis la quatrième section, je vous l'ai déjà dit, d'Avicenne à Gengis Khan, où on aborde également le thème des sciences, le développement des sciences, qui continuera à se développer aussi à la section 5. Et donc la section 5 dédiée au temps des grands empires, les Timurides et les Chaybanides. Alors les Chaybanides, on les prend en considération juste pour quelques dizaines d'années pour montrer une thématique spécifique. Et puis un épilogue qu'on ne traite pas dans l'exposition, mais dans le catalogue, concernant les voyageurs des temps modernes. Donc après le plan et le cadre, je vous invite à regarder cette frise chronologique qui est un outil aussi, encore une fois, pédagogique et que je suis sûr aidera beaucoup le lecteur, le visiteur, puisqu'elle est publiée aussi dans le catalogue, à avoir des rappels. Alors, tout d'abord, au centre, la frise chronologique, donc du IIIe siècle avant au XVIe siècle de notre ère. Et puis, dans la partie haute, les 5 sections dont je vous ai parlé, avec quelques repères que vous allez croiser dans le parcours, avec quelques dates qui donnent un peu la séquence historique. Et en dessous, voilà, 2 sections, une dédiée au Proche et au Moyen-Orient, l'autre à l'Occident et à la Chine, aussi à l'Europe, donc Occident aussi européen. Un exemple pour tous, pour vous montrer un peu cet outil pédagogique. Dans la dernière section, nous sommes dans une section où Léonard da Vinci peint la Joconde et quelques décennies avant, Tamerlan ravageait les territoires iraniens jusqu'au Proche-Orient, ainsi que ici, voilà, la prise de Constantinople par Mehmet II en 453. Donc vous voyez, on a un rappel par rapport à l'histoire plus méditerranéenne et tout ce qui est repérable dans l'exposition, qui donne un aide, un support historico-géographique. Donc, je commence par le prélude, mais ce n'est pas le premier objet que vous retrouverez dans l'exposition. Le premier objet, il viendra tout de suite après. Mais historiquement, c'est l'objet qui concerne toute cette histoire avant Alexandre le Grand. C'est une pierre ancée à décor de serpent, probablement un poids, venant du Fergana, daté à la fin du 3e millénaire
avant Jésus-Christ. C'est en chlorite et il est important puisque, alors déjà dans le Fergana c'est cette région de l'Ouzbékistan qui s'avance vers l'est, presque comme un bras, une main à toucher la Chine. Alors, on est encore distant de la Chine, mais voilà, c'est la partie la plus à l'est de l'Ouzbékistan. Vallée d'ailleurs traversée bien sûr par les routes caravanières. Et alors c'est un objet qui fait partie d'une collection et d'une culture qui est beaucoup plus vaste que ça, qu'on retrouve autour de l'Oxus, mais qu'on retrouve aussi au Fergana, comme vous le voyez ici, et jusqu'en Iran et au Balouchistan, au sud. Donc vous voyez, c'est des jonctions qu'on fait aussi par route caravanière, donc échange d'influences, échange d'idées, et là on le retrouve sur ce type d'objet. Il y en a bien sûr d'autres, hein, de la cornaline qui vient bon voilà, mais là c'est juste pour vous montrer un objet parmi, qui rentre dans ce contexte. Et donc une carte qui synthétise 6 siècles d'histoire. Hein. Ce n'était pas simple à faire, mais vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est surtout le royaume gréco-bactrien, hein, qui suivra, pas directement, puisqu'il y a eu qui suivra la conquête d'Alexandre le Grand, puis la chute par des confédérations nomades iraniennes, voire déjà presque sédentaires ou désédentaires, et appelé Saka, et puis le royaume Kushan, qui au 1er siècle de notre ère s'impose sur ce grand territoire, d'ailleurs en s'étalant vers l'Inde. Ce royaume Kushan était frontalier des Arsacides, donc du royaume de l'Empire parthe. Et puis au nord, voilà une succession, vous le voyez ici, alors ces flèches colorées, il faut les comprendre à partir de cette frise chronologique en bas. Ces populations importantes qui occupaient les steppes du Kazakhstan, voire aussi le Tian Shan et une partie de la Sogdiane, voilà, qui descendent petit à petit et commencent à occuper les oasis d'Ouzbékistan. Une importante, je dirais, c'est le Kankyu, hein, qui à ces époques des premiers siècles de notre ère, appelé par les sources occidentales Asiaoi, occuperont les oasis de Samarcande, enfin de l'ancienne Sogdiane. J'en viens maintenant au physiquement premier objet que vous allez rencontrer de cette exposition, qui n'est pas vraiment dans l'exposition, mais il est, si vous l'avez déjà vu peut-être, dans le carrefour de l'aile Richelieu. Alors déjà, je remercie le Musée du Louvre d'avoir placé pour la première fois un objet ici au milieu. Hein, c'est un lieu de circulation normalement. Donc voilà, un des premiers objectifs, c'était un clin d'œil pour que le public s'oriente vers la découverte de cette exposition. Et puis, puisque c'est un peu une nouveauté pour le Musée du Louvre, mais pas vraiment une nouveauté, puisque le Louvre a quitté les objets asiatiques avec un échange en 1945 pour les envoyer au musée Guimet. Et là, on pourrait parler du Bouddha qui revient au Musée du Louvre. Alors, c'est un Bouddha sculpté en pierre calcaire, entouré par 2 moines. Il est daté du IIe siècle et il est trouvé à Fayaz Tepe, un site au sud de l'Ouzbékistan. On rentre maintenant dans la première section de l'exposition. La première section, physiquement, quand vous irez voir l'exposition, est divisée en 2 alcôves. Une alcôve qui est dédiée surtout à un site archéologique qui s'appelle Dalverzin Tepe, et l'autre alcôve est dédiée à un site archéologique qui s'appelle le Kalchayan, que je vais vous montrer tout de suite après. Donc, pour ce site de Dalverzin Tepe ici, d'abord, je voulais vous montrer cette tête de prince avec ce chapeau très caractéristique de cette dynastie et de ces peuples, qui est daté du 1er, 2e siècle de notre ère. On est vraiment au cœur de la dynastie Kushan, hein, dont je vous parlerai surtout dans la slide qui suit.
Et puis un bodhisattva qui est à votre droite, daté du 2e, 3e siècle. Alors oui, un bodhisattva et un Bouddha, puisque le bouddhisme pénétrait à l'Asie centrale en partant de l'Inde jusqu'en Chine. Alors normalement, on a, c'est un passage qu'on retrouverait déjà avant notre ère, avant l'ère chrétienne, mais la culture matérielle nous donne des éléments qui dateraient surtout des premiers siècles de notre ère, comme vous le voyez ici et comme présenté à l'exposition. Au centre, il y a un trésor appelé le trésor d'Alverzin Tepe. L'histoire de ce trésor est très intéressante. À part la beauté du trésor et des objets en or. On a des bracelets, on a des boucles d'oreilles, des colliers, voilà, des plaques, des lingots d'or avec inscription, etc. Donc l'histoire dit que ce trésor a été trouvé en vrac dans un vase sans aucune inscription, sans aucun grand intérêt, un vase simple de la céramique commune. L'histoire, l'interprétation dirait que ce trésor a été caché dans ce vase voilà, commun de tous les jours, pendant une bataille, une incursion et des destructions. Destructions que ont recouvert définitivement cet objet avec le trésor dedans. La personne qui l'avait caché, malheureusement, il semble, n'a pas pu récupérer cet or caché. Et c'est les archéologues des années 50-60 qui, en grattant couche par couche, ont mis au jour ce vase avec le trésor dedans. Donc vous imaginez la découverte. Donc, je passe à notre alcôve. Alcôve dédiée à la ville de Chalchayan. On est toujours dans les premiers siècles de notre ère. Et ici, la thématique est surtout rentre dans la sphère dynastique. Je vous présente ici des sculptures à taille humaine, d'ailleurs. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais l'influence grecque, on la voit déjà par la taille humaine et la rendue de ces tuniques ou de ces vêtements, de ces sculptures que vous croiserez pendant le parcours. Et puis il y a l'élément local, la terre crue, l'argile, avec lesquelles ont été façonnées ces sculptures en relief. C'est des sculptures en relief en fait qui font partie, qui décoraient la salle principale du palais de Chalchayan, ce site qui est encore une fois dans le sud de l'Ouzbékistan, pas très loin de Dalverzin Tepe. C'est une frise à l'honneur de la dynastie Kushan, dont ici à gauche vous voyez le prince héritier, ou le prince avec armure, qui est daté du 1er siècle, et dont la partie la plus intéressante, à part son visage magnifique, on trouve la moustache, vraiment la typologie du guerrier de l'époque, du personnage de l'époque. Soit la caftan, ses pantalons larges, et puis cette armure qui ne concerne pas du tout la typologie de vêtements de cette dynastie Kushan, mais qui concerne plutôt les populations qui ont perdu la bataille contre les Kushan pour la suprématie sur ce territoire de Bactriane. Et puis, à droite, une tête de souverain parthe. Les Parthes, effectivement, dans cette dynamique, cette partie de l'histoire, ont aidé les Kushan à s'imposer sur les autres populations. Raison pour laquelle ce Parthe, qui est dans le visage tout à fait différent de ce que vous voyez autour de lui, et qui c'est un symbole, c'est le symbole du remerciement envers la dynastie Parthe. Et puis à droite, encore une fois, une tête de guerrier qui ressemble beaucoup, vous le voyez, à celle, donc c'est un guerrier Kushan qui ressemble à celle du guerrier de gauche. Oui. Donc la slide suivante montre la carte concernant la deuxième section. Deuxième section qui concerne une période qui va de la fin du IIIe siècle, après Jésus-Christ bien sûr, jusqu'au Khaganat turc, au XVIe, VIIe siècle. Voilà. Avant l'arrivée de l'islam. Donc,
Ici, dans cette carte, là aussi, c'est compliqué de mettre tout dans une carte sur de nombreux siècles. Vous voyez surtout le bloc iranien de l'empire sassanide et la province Kushansha de cet empire, et puis les différentes migrations de populations nomades et sédentaires qui se sont alternées, succédées, pour la conquête des oasis d'Ouzbékistan et d'autres territoires. Alors on commence par, c'est communément appelé les Huns, pour faire plus simple. On les appelle parfois les Kionites, puis les Kidarites et ensuite les Ephthalites. Ephthalites qui, comme vous voyez, ont occupé une vaste région qui allait jusqu'à l'Inde. Et puis, juste après, à partir de la moitié du VIe siècle, les Khaganats turcs qui commencent à pénétrer aussi ces territoires de Sogdiane et de Bartriane. Vous voyez, il y a aussi un autre pôle important. Donc, je vous ai parlé des Sassanides à l'ouest. Eh bien, il y a la Chine à l'est. Voilà, il y a toujours ces deux pôles qui se parlaient entre eux, avec la Méditerranée à votre gauche, donc ici, à l'ouest, et la Chine à l'est. Dans ce contexte de deuxième section, je rentre plus dans un cadre d'exposition, surtout dans le travail qui nous a mené à exposer cet objet, que vous voyez sur la partie gauche, qui est une porte monumentale, en bois. Alors, c'est du bois calciné. Ne faites pas attention à la couleur, c'est juste une question de lumière. La couleur originale est celle-ci, ce que vous verrez aussi dans l'exposition. Alors, l'histoire de cette porte, avant de passer à la restauration, est très intéressante. C'est une porte qui est tombée, a été détruite et a commencé à brûler à l'arrivée de l'armée musulmane. Ce qui a fait que la destruction a recouvert rapidement cette porte et la porte a continué à brûler sans flamme sous terre. Ce qui a duré peut-être des semaines et des semaines. Et donc, ce qui a carbonisé complètement l'iconographie et la porte, mais qui a d'ailleurs consolidé même certaines iconographies que nous voyons ici et que nous avons restaurées. Juste un petit mot sur l'iconographie. Alors là, j'ai pris juste une référence pour être plus clair. C'est la divinité Nana, très connue en Asie centrale, plus importante d'ailleurs, que vous voyez ici en grand détail, avec ses attributs, une divinité qui est beaucoup plus proche de l'Ishtar babylonienne que de l'Anaïta iranienne, et autour de laquelle il y a une scène relative à la fête de Nowruz, où la population de Samarcande, cette fois-ci, apporte des offrandes à la divinité. Donc on a des personnages. D'ailleurs, les personnages sont traités de façon indépendante les uns de l'autre. Il n'y a pas de copie. Il y a des personnages avec la barbe ou moustache. Les personnages sont ni barbe ni moustache, ou seulement avec la barbe ou seulement la moustache. C'est très complexe. Chacun apporte une offrande qui des fruits, qui de la musique, puisque la musique était aussi une offrande qu'on apportait à la divinité. Et donc, j'en viens maintenant à la restauration, parce que je vous montre les archéologues, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans cette dernière décennie en fouille archéologique. Bon, vous remarquez, c'est un objet qui est difficilement exposable. Ça serait compliqué de comprendre. Bien que on retrouve des traces, des iconographies qui commencent à s'entrevoir, mêlées un peu à la terre et voilà la saleté. Ici l'arc. Les équipes locales ont travaillé beaucoup. Déjà pour consolider cette œuvre d'art, cette porte, et la transporter en laboratoire. Il n'a pas été simple. Et puis on travaillait surtout à la consolidation et au premier nettoyage. À partir de 2018, nous avons décidé de commencer un programme de restauration sur presque tous les objets que nous exposons. Très intense pour certains, dont cette porte. Et aussi pour les sculptures que je viens de vous montrer, très délicates et fragiles, avec des restaurateurs français
qui nous ont accompagnés depuis 2018 jusqu'à 6 mois ou quelques mois de l'exposition. D'ailleurs, jusqu'au montage pour vérifier que tous les objets allaient bien. Et donc, voilà une première photo à partir de 2018 de la restauratrice française Delphine Elie-Lefebvre qui travaille en équipe. Ça a toujours été comme ça pour toutes les restaurations qu'on a effectuées, en équipe avec des équipes locales, sur la restauration, le nettoyage définitif de cette porte. Et puis, il y a eu le montage de cette porte qui avait parfois une épaisseur de quelques millimètres sur des montages en résine imprimés avec des imprimantes 3D qui rendent solide et stable l'objet lui-même. Et donc, voilà, une dernière slide pour vous montrer, à partir de 2018, notre arrivée, l'état de l'objet, qu'on ne pouvait pas exposer, bien entendu, et puis, voilà, tout ce travail qui montre la suite. Voilà, et l'objet que vous verrez aujourd'hui exposé dans cette deuxième section. Je passe maintenant à l'autre alcôve, toujours dans la deuxième section. Une alcôve qui est dédiée entièrement, d'ailleurs, au site de Varaksha et à la peinture murale de la Salle Rouge. Je vais vous introduire déjà le site de Varaksha pour que vous rentrez encore une fois dans l'archéologie du territoire, donc sur le site lui-même, avec une reconstitution, là aussi, du site et du palais et de l'endroit où ces peintures ont été retrouvées. Alors, ce site, je vous l'ai dit au début, de Varaksha, cette ville de 16 hectares, est une ville qui est aux abords de l'Oasis, donc aux abords de l'espace hydrique, très lointain, pour le territoire où nous sommes, 40-45 km de Bukhara, la capitale. C'est un site qui est lourdement fortifié, comme vous verrez ici, avec un rempart. Et puis, voilà, le palais, que vous allez voir dans sa reconstitution, qui est juste au sud. Alors déjà, la ville basse, donc le village tout autour, qui n'a pas encore été étudié, et voilà, qui fait face, qui est juste en face de ce palais, qui commence à prendre forme. La partie qui nous intéresse, donc la partie la plus importante, c'est celle-ci, voilà, et surtout, voilà, celle-ci, avec ce type de toit que vous voyez, pyramidal. Alors, on rentre dans le palais et on rentre même dans la pièce qu'on appelle la salle rouge. Vous découvrirez tout de suite pourquoi. Puisque c'était une salle qui était recouverte par des peintures, que vous avez vues juste au début, j'y retournerai, avec une iconographie qui est répétée 7 fois autour de ces 4 murs. Et puis, un autel du feu au centre et un podium qui est juste... voilà, qui est juste au centre aussi, juste derrière l'autel du feu ou le foyer. Donc, l'iconographie que vous avez vue, qui se répète, mais pas tout à fait la même, puisque parfois on retrouve 2 léopards, parfois 2 dragons, parfois un dragon, un léopard. Donc ça, il peut y avoir des variations, mais l'iconographie, la scène est la même, et se répète 7 fois. Donc, vous voyez, l'iconographie est tout à fait indienne. L'origine est indienne. On retrouve un éléphant, ce personnage qui est assis à une façon aussi indienne, avec la karnak qui est sous la tête de l'éléphant. Et les deux participent à une bataille contre ces fauves. Et là, on est dans une scène à caractère iranien. Nombreux sont les représentations des rois sassanides, par exemple, qui luttent contre des fauves, des lions surtout. Et on en a un d'ailleurs qui est exposé lui-même, retrouvé à Samarcande, et qui est exposé dans les salles de Richelieu.
Et puis un autre caractère iranien aussi, la régalité iranienne qui est montrée par ces foulards, par ces rubans qui sortent du dos et qui sont représentés très souvent sur les monnaies d'époque sassanide, qui sortent du dos des rois sassanides. On le retrouve également sur la divinité Mitra qu'on allait représenter. L'histoire de cette peinture murale est aussi très intéressante du point de vue historique, puisque c'est une peinture murale c'est une salle qui a été constituée au début dans les années 20 du début du 8e siècle, condensée très bien par les sources historiques et aussi par les sources, la culture matérielle, que Bukhara est tombée en 709 et a été occupée par l'armée musulmane. Donc vous voyez, on est en pleine occupation islamique et on est sur un palais et une salle qui a été utilisée pour des rituels à caractère zoroastrien, avec des représentations qui ne sont pas du tout islamiques. Et donc, tout le monde savait que le roi de l'époque, qui avait été maintenu sur le trône, Toke Spadé, maintenu sur le trône par l'armée musulmane, continue à exploiter ces rituels zoroastriens loin de la capitale, donc à 40 km sur le site de Varaksha. Dans la capitale, il était converti à l'islam officiellement. À Varaksha, il continue à exploiter ces rituels zoroastriens et tout le monde le savait. Ouais. Alors, si j'ai parlé de la peinture de Varaksha, je ne pourrais pas ne pas vous parler quelques minutes de la peinture d'Afrasiab, appelée aussi peinture des ambassadeurs. Alors, c'est une peinture retrouvée un peu par hasard après les travaux d'urbanisme sur le site ancien d'Afrasiab, qui est à Samarcande, et qui étaient des peintures murales qui couvraient la salle d'une résidence aristocratique, probablement ou presque certainement liée au souverain. Alors, on l'appelle peinture des ambassadeurs. Et ce n'est pas la bonne image que je vous montre, puisqu'on n'a pas exposé celle qui concerne plus les ambassadeurs, mais c'est le mur ouest où le roi Varkuman, au milieu du 7e siècle, le roi de l'époque d'Afrasiab, est représenté assis sur un trône au centre et tout autour des ambassadeurs et des ambassades qui amènent des cadeaux. Et puis, sur le mur sud, cette fois-ci, voilà, sur le mur sud, cette peinture, cette représentation, dont les couleurs sont plus vives. Le visiteur peut mieux comprendre aussi la culture de l'époque. On est dans une scène, là aussi, qui représente un moment particulier de la fête de Nowruz, quand la cour et le roi, et la reine bien sûr, allaient faire visite en sortant de la ville, vers l'est, au mausolée des parents du roi. Alors, on retrouve ici dans cette scène, mais cette partie, on n'a pas pu l'amener pour des questions, on n'a pas pu l'amener en France pour des questions de conservation, mais si vous voyez, il y a des grosses pattes d'un cheval avec un personnage dessus qui est beaucoup plus important en taille que les autres. C'est le roi Varkuman à cheval. Devant lui, une partie manquante, bien sûr, mais on a tout de suite deux prêtres zoroastriens. Je vous donnerai aussi un exemple tout de suite après, avec ce caractéristique masque qui couvrait la bouche et le nez pour ne pas polluer le feu sacré. Des animaux qui étaient destinés au sacrifice, des oies et un cheval, très important puisqu'il est scellé mais il n'est pas monté. Et puis devant, une succession de 3 chevaux montés par des femmes, les concubines officielles du roi. Le roi avait aussi des concubines non officielles, mais elles ne sont pas représentées. Et puis, juste devant, un éléphant. Alors là, vous voyez, l'éléphant, je trouve qu'il a des proportions
beaucoup plus réaliste que l'autre que nous avons vu du site de Varaksha. Et cet éléphant transporte, lui, la reine. Voilà. Alors, toute cette procession fait face à ce mausolée. C'est le mausolée des parents et des ancêtres du roi Varkuman. Juste quelques images de détail. Alors, cette fois-ci, on est bien sur le mur ouest. C'est les ambassadeurs qui avec c'est des ambassades plutôt, qui amènent des cadeaux. Ils amènent même, ces trois personnages amènent même de la soie, des rouleaux de soie. Ici, le visage caractéristique d'un des trois, avec cette barbe, ce nez typique, cette bouche charnue, un boucle d'oreille, et ces caftans, ces vêtements très caractéristiques, surtout dans l'art iranien. Et puis encore une fois, alors là on est sur notre peinture exposée dans le département des arts de l'islam, où on retrouve ces deux personnages sur dromadaire avec un massue. C'est eux qui étaient destinés au sacrifice, enfin qui devaient accomplir le sacrifice sur les animaux. Je poursuis le parcours en vous montrant, là on va dans une autre région. Je vous ai parlé avant de la vallée du Fergana, cette région très importante par laquelle passaient les routes caravanières les plus importantes. Sur le côté gauche, voilà une divinité, un buste de divinité qu'on pourrait identifier avec Veshparkar, une typologie sogdienne de divinité, avec cette influence indienne, shivaïte, avec ce troisième œil qui est juste au centre du front. Et puis un démon qui était très caractéristique aussi, qui rentre dans la sphère du bouddhisme. Et puis une thématique toujours dans cette deuxième section qui est liée au commerce. C'est vraiment quelques objets pour montrer aussi cette phase, enfin cette thématique importante dans l'histoire de ce pays et d'Asie centrale plus en général. On a d'abord un marchand daté du 7e siècle, entre le 7e et le 8e. Voilà. Et puis, alors, il est habillé comme les marchands sogdiens, c'est très caractéristique avec ce caftan, ces pantalons larges qui s'enfilent dans des bottes qui arrivent jusqu'aux genoux. Et puis ce bonnet pointu, très caractéristique de l'habillement des sogdiens. Et puis un chameau qui lui fait face, même dans l'exposition, juste pour représenter un peu l'animal, celui qui nous ramène un peu à cet imaginaire de caravane à longue distance. Et puis alors, là, permettez-moi, j'ai un peu triché, une gourde qui date un peu plus tardive, 10e, 11e siècle, c'est juste pour compléter un cadre marchand, donc la gourde qu'on amène aussi en voyage, et puis cette cuillère fourchette en métal. Alors vous voyez, c'est une cuillère, une fourchette qui peut être pliée, donc faire un objet qui peut être mis dans la poche du marchand, et puis un outil de voyage qu'on peut ressortir au moment du besoin. Alors, on analyse aussi brièvement, bien sûr, la cohabitation et parfois on le verra aussi, du syncrétisme des religions. Brièvement, ici, la religion zoroastrienne qui est le substrat de ce territoire, de ce vaste territoire. Avec une prière zoroastrienne, la Shambhavu et un ossuaire. Alors vous voyez ici, je vous l'ai dit, je vous montrerai encore une fois deux prêtres avec ce masque caractéristique qui servait à ne pas polluer le feu sacré. Et ici, les deux, effectivement, sont en train d'animer le rituel du feu sur l'autel. Et puis au centre, une lettre en jus de persan du 8e, 9e siècle, retrouvée en Chine, à Dandayulik,
et qui est une lettre, vous voyez, avec une écriture en caractère hébraïque, mais avec un vocabulaire sogdien. Et puis, alors là aussi, on est un peu plus tard dans la chronologie, on est au XIIIe siècle, mais une pierre qui montre une croix chrétienne avec une coupe en dessous, une inscription autour, retrouvée sur le site d'Urgut. Urgut, c'est un site important puisque c'est là où les équipes ouzbèques ont fouillé une église nestorienne, donc l'église de l'Est. Et puis, pour terminer, ce qu'on appelle le sceau de Mani, un objet très extraordinaire, entre autres, de la Bibliothèque nationale de France, probablement provenant d'Irak et du IIIe siècle, voilà, en cristal de roche. Et puis cette séquence de religion, ça se termine avec l'arrivée de l'islam. Alors les premières incursions, on les retrouve donc en Transoxiane, au-delà de l'Oxus, on les retrouve déjà à partir de la fin du VIIe siècle. Bien que, comme je vous l'ai dit, Bukhara, l'Oasis et la ville sont tombés en 509, donc au début du 8e siècle. Et celui-ci c'est une page de Coran. Nous en exposons deux, les folios 10 et le folio 11. Coran appelé de Katalangar, puisqu'il vient du site de Katalangar, dans l'oasis de Charisabs, une oasis au sud de l'oasis de Samarcande. C'est un Coran qui est parmi les plus anciens au monde. Il a été daté, et ça c'est rare, déjà par radiocarbone et puis par une analyse fine faite par un académicien et professeur au Collège de France, François de Roche, voilà, qui et dont l'analyse le date à la moitié du 8e siècle. La calligraphie présente des corrections plus tardives, on est peut-être déjà entre le 9e et 10e, avec peut-être encore plus la tardive, on ne sait pas trop, cette décoration, enfin c'est en discussion encore, cette décoration qui comble plutôt un vide entre la sourate 5 et le début de la sourate 6. Alors, ce Coran, juste pour terminer, fait partie de ce qu'on appelle la Vulgate haussmannienne, au moment au lequel le Coran était copié pour être envoyé dans les 4 coins de l'Empire islamique. Et donc, ici, une carte, là aussi, qui essaie de rassembler un peu toutes ces séquences historiques, donc la conquête omeyyade, et ensuite les Abbassides, et puis les premiers émirats semi-indépendantes, dont les Samanides, un des plus importants à l'est, dont le centre était Bukhara, la capitale était Bukhara, donc dans l'oasis de Bukhara même, qui a occupé une région, un territoire beaucoup plus vaste, qui occupe aussi une grosse partie du Khorasan iranien, de l'Est iranien et aussi Afghanistan. Et puis voilà, les Karakanides, à l'époque encore des Turcs, qui étaient, qui occupaient ces parties du Tien Shan et les vallées du Tien Shan, et qui petit à petit s'avanceront vers, mais on y reviendra dans la 4e section, vers l'ouest. Or, ici, juste une séquence de quelques céramiques pour montrer l'évolution de la technologie. Le verre est aussi à l'honneur dans l'exposition, je ne le présente pas ici pour des questions de temps, mais donc voilà, une technologie, une évolution des formes, une évolution aussi dans la décoration, et une envie aussi d'utiliser la calligraphie d'une autre façon que seulement pour les livres sacrés. Donc ici, la calligraphie est utilisée pour décorer de la vaisselle, ici une évolution peut-être un peu plus tardive avec l'ajout d'autres couleurs. Et puis ce vase, une importation chinoise avec cette caractéristique décoration qu'on appelle les 3 couleurs, splash 3 couleurs, sur un engobe blanc. Et probablement une évolution des territoires entre l'Iran et l'Asie centrale, retrouvée aussi dans l'oasis de Bukhara, qui est là, dont la décoration est appelée plus communément splash sgraffiato. Voilà. On a aussi des pièces d'échecs
on a 6 pièces d'échecs, 7 qui, alors déjà rappellent le lien avec l'Inde, donc ces influences indiennes qui ne datent pas de ces pièces d'échecs déjà avant, mais qui, qui nous parlent aussi à travers ces pièces d'échecs. Les échecs étaient un art surtout utilisé comme un jeu de stratégie militaire pour les princes. J'arrive donc à la 4e section, une section qui commence au XIe siècle, qui se termine au XIVe siècle, donc juste avant l'arrivée de Tamerlan, Amir Timur. Alors, je vous l'avais dit, les Karakanides qui étaient installés dans cette région du Tian Shan occupent la Transoxiane aussi et se limitent, ils ont leurs frontières sur l'Amoudaria. C'est la première dynastie turque islamisée en Asie centrale, donc en Transoxiane que vous voyez ici, suivie ensuite par les invasions mongoles, raison pour laquelle, vous vous souvenez, cette 4e section s'appelle Davicen à Gengis Khan. Donc Gengis Khan, et la conquête arrive, pénètre dans ces territoires, et puis sont suivis par la dynastie des Chagatai, qui s'impose aussi, après les Karakhanides et les Khwarezm-Shah, sur ce territoire de Transoxiane. Je rends hommage à quelques métals, puisqu'on les a pas montrés jusqu'à maintenant. Alors c'est très varié. L'art du métal commençait vraiment à être développé. On retrouve des objets extraordinaires. Donc je vous montre juste 3 exemples, mais dans l'exposition, le parcours montre une collection plus complète. Donc des objets du XIIe siècle à droite et en bas à gauche, et du XIVe siècle en haut à gauche. Et puis un objet très important, un prix extraordinaire de la Bibliothèque nationale de France, le livre de Marco Polo, au moins la copie du livre de Marco Polo, daté de 470-412, vous voyez en caractère latin, en français de l'époque. Et c'est un objet, non seulement qui nous rappelle ces échanges, alors d'ailleurs, ici on est entre Venise, donc au score de l'Europe, jusqu'en Chine, mais nous montre aussi, on l'a ouvert exprès à ces pages-là, 2 miniatures qui montrent, qui parlent et qui racontent le récit de la rencontre de Marco Polo avec Kublai Khan, le Khan mongol, mais en Chine. Et puis on rentre dans la 5e section. 5e section qui parle surtout de Tamerlan, Amir Timur, et la dynastie des Timurides. Et puis suivi par les Shaybanides, qui a une branche mongole qui occupera aussi ces territoires d'Asie centrale. Comme vous voyez, les Timurides, Tamerlan a étendu son territoire de l'Asie centrale jusqu'au Proche-Orient. Donc c'était un empire. C'était vraiment très important comme conquête. Et c'est ici qu'on peut au moins admirer, et là vous le verrez à la fin du parcours avec une vidéo immersive, que j'espère vraiment sera immersive, parce qu'on montre ici, dans l'immersif de l'exposition, 5 parmi les monuments les plus importants à Samarcande. Ici je vous montre juste quelques clichés de la mosquée de Bibi Khanoum, dans ce cas-ci, qui montre déjà cette puissance de la coupole, du tambour, des minarets, et puis le mausolée, alors proprement appelé de Tamerlan. Il n'y a pas seulement Tamerlan qui est enterré là-dedans, c'est aussi ses enfants et ses petits-enfants. Donc je dirais plus un mausolée dynastique, un mausolée timuride, et qui d'ailleurs n'était pas seulement le monument dans cet ensemble, qui est constitué aussi d'une khanqa et du madrasa. Donc c'était vraiment un complexe religieux. Et donc, ce monument donne l'occasion de parler des derniers objets, une porte sculptée et une lampe, flambeau à huile au nom de Timur. Donc, concernant la porte, je m'arrêterai sur un détail qui est pour moi, en tant qu'archéologue, plus important que d'autres. Alors, comme vous la verrez, d'ailleurs, on a fait exprès de mettre des lumières pour que cette porte soit vraiment mise en évidence dans toute sa beauté.
le bois magnifique, les katamkari, la décoration, les entailles, l'inscription, superbe. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le bois. On a analysé le bois et c'est du teck, un bois qui n'existe pas en Asie centrale. Alors, vous voyez, Tamerlan est allé chercher le bois jusqu'en Inde pour son complexe funéraire et ramener des arbres entiers, puisque la manufacture est faite en Ouzbékistan, à Samarcande, et produire ces détails de ce monument à Samarcande même. Là, pour moi, c'est le côté extraordinaire de ce monument demeure dans ces détails. Je termine avec voilà, cette lampe à huile, ce flambeau qui est conservé au musée du Louvre d'ailleurs, et qui fait partie d'une collection de 6 flambeaux, dont 2 sont conservés à l'Ermitage, musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, 1 ici au musée du Louvre, et 3 in situ dans le mausolée de Yassavi au Kazakhstan, dans la ville moderne de Turkestan. C'est une lampe voilà, c'est un objet qui date de la fin du XIVe siècle, 1396-97, et qui est important surtout pour l'inscription qui porte ici sur la partie haute de cette lampe, où Amir Timur est mentionné en tant que Khan, puisqu'Amir Timur n'était pas un Khan, à l'origine c'était un émir, Amir Timur, et c'est suite au mariage avec sa deuxième femme, Sarai Malika, ou bien Bibi Khanoum, qui voilà, se définit appartenant à la dynastie des Khan. Donc, juste voilà, une dernière image qui vous transporte un peu dans cette mosquée de Bibi Khanoum. C'est juste un extrait de la vidéo immersive que vous verrez dans l'exposition qui est très intéressante, puisque là, vraiment, on rassemble les 5 monuments de façon aussi... voilà, on y rentre dedans, hein, on visite vraiment le monument, enfin certains des monuments, pas celui-ci, je ne voulais pas enlever non plus le goût d'aller visiter l'exposition. Et vous voyez voilà, ce bleu, et puis juste derrière, voilà, les Iwan, le portail de cette mosquée de Bibi Khanoum, qui était à l'époque une des mosquées les plus imposantes, les plus importantes de ce territoire. Et je m'arrêterai ici.